Bonjour à tous et merci à Dominique et aux organisateurs de m'avoir invité. Donc je suis médecin, hématologue et ma formation de base c'est hématologue et greffeur. Et je travaille actuellement à la direction prélèvement-greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Agence de la biomédecine. Juste pour rappel, la biomédecine encadre le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus et de cellules, gère certains registres nationaux dont le registre des donneurs de moelle osseuse, autorise et contrôle certaines activités ayant trait à l'embryologie et à la génétique, agrée certains praticiens dans ces mêmes activités et met en œuvre la biovigilance, et notamment la biovigilance dans le domaine de la thérapie cellulaire et de la greffe. Bien sûr, promeut le don, et notamment le don de moelle osseuse, et informe le Parlement sur les neurosciences. Donc, mon propos aujourd'hui est assez loin de la science et assez près, aussi près que possible, de votre vie de tous les jours, et notamment de ce qui concerne l'autogreffe dans les maladies auto-immunes. Alors, je voulais commencer mon propos par quelques chiffres, parce que c'est ce qu'on fait à l'agence, hein, beaucoup de chiffres, beaucoup de rapports et beaucoup d'études sur les activités diverses et variées. Mais en fait, ce que nous avons sur les autogreffes est extrêmement réduit. En effet, la seule activité qui est soumise à autorisation, c'est celle de l'allogreffe, donc de la greffe allogénique avec donneur de cellules souches hématopoïétiques selon les schémas SIOS, et on a interagi avec la DGOS sur ce sujet. Et donc, on n'a pas du tout de données détaillées disponibles pour l'activité d'autogreffe qui, elle, n'est pas soumise à autorisation, à déclaration, bien évidemment, de l'activité à l'Agence de la biomédecine, mais comme vous le voyez, les chiffres d'autogreffe, donc si on prend le chiffre annuel d'autogreffe de 2007 qui est de 3322, sont des chiffres déclaratifs par les centres qui pratiquent les autogreffes. Et si je dois regarder dans ces autogreffes déclarées la part des maladies auto-immunes qui sont figurées ici en bleu, vous voyez qu'à 0,2%, on est quand même dans des chiffres assez faibles. Or, si on fait le 0,2% de 3198 patients greffés, on n'arrive même pas à 10 autogreffes. Et donc, vous voyez que la première limite que j'ai rencontrée en essayant de voir comment je pouvais vous présenter en pratique cette activité, c'est une très probable sous-déclaration des autogreffes pour maladies auto-immunes, en tous les cas pour ce qui est de l'activité 2017, 16, enfin les dernières années. Comment on accède à cette activité? Par le registre PROMIS, le registre de l'EBMT, qui est la seule base de données à laquelle nous faisons référence pour ce qui est l'activité d'allogreffe et d'autogreffe. Et donc, il est probable qu'il y ait une sous-déclaration de cette activité d'autogreffe pour maladies auto-immunes. Toujours est-il qu'elle existe, elle est stable, et je pense que c'est un des facteurs les plus importants dont on va discuter. Donc, vous voyez, là encore, ici, je vous ai figuré les centres autorisés pour l'allogreffe. Nous n'avons pas la liste des centres pour l'autogreffe, encore une fois, car ils ne sont pas soumis à autorisation. Et vous voyez qu'il y a une certaine disparité d'activité entre 50 à 71 autogreffes par million d'habitants ici et là, et puis beaucoup moins. Bon, ça, autour de l'Île-de-France, on comprend. Mais en tous les cas, voilà ce que pourrait produire l'agence si toutefois on s'intéressait à l'activité d'autogreffe pour maladies auto-immunes, si on avait des chiffres fiables dans la base de données promise. Ce qui, je pense, est tout à fait souhaitable. Donc pour rester vraiment dans le pratique et pour rester dans le domaine que je connais, c'est-à-dire celui de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, je me suis intéressée particulièrement aux bonnes pratiques cliniques que vous avez publiées suite aux ateliers d'harmonisation des pratiques de la SFGMTC en 2016, qui se réunissent depuis une dizaine d'années pour justement harmoniser les pratiques entre les centres dans le domaine de l'allo surtout, mais aussi de l'autogreffe. La preuve, cette publication donc de 2017. Et en fait, je me suis intéressée aux outils pratiques, hein, donc je suis toujours dans le pratique, que vous pouvez avoir pour évaluer votre activité
parce que c'est une activité, comme cela a déjà été souligné, de maladies rares. Il y a peu de patients. Les guidelines sont particulièrement bien faits, puisque l'exemple que je vous ai montré, mais il y en a d'autres, vous avez aussi publié pour le suivi post-autogreffe dans certaines maladies, sont parfaitement bien écrites. Donc la question qui me paraissait importante, et c'est pour ça qu'on avait mis un point d'interrogation avec Dominique, comment on respecte les bonnes pratiques cliniques? J'ai essayé de tirer de ce référentiel JACI, qui est celui de l'accréditation métier des centres de thérapie cellulaire et de greffe, et aussi les guides HAS, pourquoi pas, puisque, comme vous le savez, tous les établissements de santé sont soumis à la démarche de certification HAS. Je vous ai mis les références en dessous. Comment passer des bonnes pratiques publiées et une activité qui est dispersée dans de très nombreux centres en France à une activité qui va être, comme vous le souhaitez en publiant ces guidelines, finalement une activité qui va être évaluée par vous-même, par les pairs ou même entre vous. Et donc voilà quelques pistes. Je sais que j'ai juste 10 minutes, donc je ne ferai vraiment pas long, mais voilà ce que ça m'a évoqué, voilà ce que les bonnes pratiques cliniques publiées m'ont évoqué en termes de possibilités d'évaluation. La première chose, c'est que vous avez publié une liste d'indications d'autogreffe qui passe au RCP MATEC, comme tout le monde le sait. Pour moi, si cette liste est une liste qui doit être respectée par tous et partagée par tous, le meilleur moyen de l'évaluer, ce sont les audits de dossier. Et à l'intérieur des audits de dossier, j'ai voulu faire le parallèle avec les indicateurs pour l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins de la HAS, dont la méthode est de vérifier les dossiers consécutifs pour s'assurer de l'existence d'une ERCP conforme. Alors, il n'y a pas de RCP défini dans la HAS pour ce qui concerne les maladies auto-immunes, mais on pourrait tout à fait s'inspirer de cet indicateur qui évalue l'exhaustivité et les modalités d'organisation de la RCP lors de la prise en charge initiale d'un patient atteint de cancer. On pourrait faire la même chose lors de la prise en charge initiale en thérapie cellulaire pour un patient atteint de maladies auto-immunes. Et donc vous voyez qu'il y a deux niveaux dans cet indicateur, l'exhaustivité de la RCP, c'est-à-dire un dossier avec une ERCP à l'intérieur avant la prise en charge, au moment de la prise en charge initiale, et puis la pluridisciplinarité de la concertation. Là, il faut 3 spécialités différentes. Ce serait adapté, bien sûr, au domaine des maladies auto-immunes. Plus de 40 000 dossiers ont été examinés dans 757 établissements. Il y a une autorisation de cancérologie. Alors, on n'en aurait peut-être pas autant, évidemment, sur les maladies auto-immunes, mais on pourrait faire la même chose. Et vous voyez que là, c'est les résultats de la campagne 2016. C'est public, les résultats sont justement, c'est public, les résultats sont sur le site de la HAS. Et vous voyez que par rapport à la campagne précédente, près de 13% des établissements ont amélioré significativement les résultats. Donc il y a eu à la fois plus de dossiers dans lesquels il y avait une RCP et dans lesquels la RCP était conforme. Donc voilà ce que ça m'a évoqué pour les diagnostics et pour la RCP MATEC. Voilà comment on pourrait envisager de l'évaluer. Ces indicateurs sont destinés, en ce qui concerne la cancérologie, à être rendus publics. Et donc là, évidemment, les patients les connaissent. C'est un autre élément très intéressant, je trouve, dans ce type d'évaluation. Ensuite, vous avez fait des recommandations, bien évidemment, sur à la fois la mobilisation des cellules souches et puis le conditionnement pour vos patients. Là encore, ça m'a évoqué des méthodes tout à fait applicables à ce domaine. Et par exemple, l'audit de patient traceur, dont je vais reparler. Certains audits dans le référentiel JACI, comme l'évaluation des donneurs, enfin donneurs au sens patient et donneurs c'est la même chose, ou vérification de la chimiothérapie de conditionnement, me paraissent également adaptés à l'évaluation de cette recommandation, bien sûr avec une grille d'audit adaptée. Le patient traceur, c'est très intéressant comme méthodologie et c'est tout à fait applicable dans le domaine des maladies auto-immunes, et notamment parce qu'il s'agit encore une fois de patients rares et qui sont tout à fait précieux à être évalués. C'est donc une méthode d'évaluation rétrospective qui consiste à partir d'un séjour complet d'un patient hospitalisé à évaluer tous les processus qui sont utilisés pour le prendre en charge, toutes les organisations et bien évidemment les recommandations. Et donc par exemple, quand vous faites un audit de patient traceur, selon la grille d'audit HAS,
vous vérifiez qu'il existe dans son dossier une information qui permet la continuité des soins. Ça me paraît adapté parce que c'est un patient qui arrive d'une équipe de médecine interne et puis qui va se retrouver dans une équipe d'hématologie, et donc la continuité de l'information me paraît très importante. Les décisions de RCP doivent être tracées, par exemple. À la fin, et ça aussi c'est un élément très important, le patient est interviewé. Il y a une grille d'entretien avec le patient, et notamment, par exemple, on lui pose des questions du style « Est-ce que vous êtes au courant de votre traitement? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous disait ?» etc. Là encore, quelque chose de tout à fait important dans un traitement qui n'est pas un traitement banal chez un patient, enfin, je veux dire l'intensification thérapeutique, enfin, le traitement immunosuppresseur avec l'autogreffe chez un patient qui est suivi par ailleurs pour une maladie chronique. Ensuite, le suivi post-autogreffe, c'est des modalités d'évaluation qui peuvent être tout à fait classiques, comme des RMM avec une analyse systémique, l'analyse des complications immédiates. L'ASFG-MTC a mis à la disposition de toutes les équipes de greffe, auto et allo bien sûr, des indicateurs communs qui peuvent être construits de la même manière dans tous les centres qui les utilisent, et notamment certains s'intéressent à la reconstitution hématologique post-autogreffe ou bien à la TRM agissant ou même à la survie à 1 an, bref, peu importe. Et puis, bien évidemment, dans le référentiel JACI, on vérifie que toutes ces données, toutes les données qui concernent la thérapie cellulaire et l'autogreffe, sont bien incluses dans la base de données promise, qui va bientôt se transformer dans une autre base de données, mais en tous les cas, qu'elles sont enregistrées, et ça reboucle sur la question initiale qui était une probable sous-déclaration de cette activité. Par exemple, donc, les indicateurs de l'ASFG-MTC sont comparés chaque année au moment du congrès. On présente les indicateurs des centres qui ont bien voulu nous transmettre les données. En orange, ici, vous avez le taux de sortie d'aplasie à J14 après autogreffe qui a été choisi comme l'indicateur pertinent de reconstitution hématologique post-autogreffe. Ça peut s'appliquer aussi aux patients. Voilà. Donc en fait, le principe des audits JACI, c'est qu'il y en a un certain nombre qui sont obligatoires, et c'est d'auditer une certaine portion du processus de greffe, d'analyser les résultats, d'en tirer des actions d'amélioration et de suivre bien sûr ces actions d'amélioration. Donc en fait, ce qui me paraissait important pour la présentation, en tous les cas la question, le fameux point d'interrogation du respect des bonnes pratiques cliniques, c'est qu'il y a des bonnes pratiques cliniques, elles sont publiées, c'est vous qui les avez faites, enfin le groupe des personnes intéressées dans la thérapie cellulaire avec autogreffe. Il faut donc qu'elles soient diffusées, ça c'est la première chose dans les centres. Que bien sûr l'accréditation JACI est absolument majeure dans ce processus parce qu'il existe déjà des outils d'évaluation de l'activité de thérapie cellulaire qui peuvent s'appliquer à ces patients. Il faut savoir que la thérapie cellulaire JACI, elle a quand même un périmètre relativement restreint par rapport à vos patients qui ont des maladies chroniques et des suivis extrêmement longs. Et que donc, au-delà du périmètre de la thérapie cellulaire, les outils d'évaluation par la méthodologie HAS, que ce soit les indicateurs qualité ou que ce soit les patients traceurs et d'autres, j'ai été vraiment très brève et résumée sur toute la méthodologie HAS, sont tout à fait intéressants, notamment, je pense, pour le suivi. Je pense que quand même, dans le parcours, l'immense parcours de vos patients avec des maladies auto-immunes qui sont vraiment des maladies chroniques, ça reste quand même l'existence de ce fameux RCP qui est d'après moi la chose la plus importante parce que c'est elle qui va tout déclencher, la collecte de CSH bien évidemment. Vous avez dit il faut mobiliser par et faire de telle manière. L'idéal serait que tous les patients puissent bénéficier de la même collecte. Bien évidemment, l'utilisation du conditionnement immunosuppresseur, on le voit pour l'activité d'allogreffe, on a beau essayer d'harmoniser, c'est bien le but des ateliers d'harmonisation des pratiques, il reste quand même largement du travail à harmoniser encore plus, et notamment les conditionnements, y compris pour les patients qui ne sont pas inclus dans des protocoles. Et puis surtout, ce qui est important, c'est le suivi à moyen et long terme. Et là, je reviens sur le problème de la base de données. Sous-déclarer l'activité, ne pas mettre ces patients dans promise, c'est quelque part fermer la porte à des évaluations tout à fait nécessaires pour la recherche, voire pour la thérapeutique de routine. Vous avez publié des guidelines sur la reconstitution humanitaire, sur le suivi de la maladie, etc. Y a-t-il des complications à long terme à surveiller? Pourquoi pas des cancers secondaires? Et donc,
pour déboucher sur une perspective. Pourquoi pas construire une grille d'audit MATEC? Alors ça, c'est vraiment une proposition tout à fait personnelle, hein, une proposition de grille pour un audit de dossier dans lequel on audite à la fois les thèmes ayant lieu aux patients, à la mobilisation de cellules souches, au conditionnement, à la sortie d'aplasie, par exemple 10 dossiers, et puis on vérifie combien sur 10 ont eu une RCP et combien de RCP étaient conformes. Voilà, c'est à mon avis, avec les bonnes pratiques cliniques publiées, votre expérience, la diffusion de ces bonnes pratiques dans les centres et un focus quand même important sur la thérapie cellulaire avec autogreffe et une évaluation de cette activité et une déclaration avec inclusion des patients dans la base de données promise, vous avez bien évidemment tous les outils en main pour progresser et améliorer la prise en charge de vos patients. Je vous remercie.